devrais tous avoir cette page-là affichée et ce qui me convient mieux parce que je suis sûr que c'est exactement ce que les autres en classe présentielle font. C'est exactement ce que les mêmes devoirs, les mêmes enfin le même niveau de devoir, c'est pas le même devoir, le même niveau de devoir, les mêmes cours, ça c'est certain. Donc on va pouvoir parcourir ensemble. Alors, voilà, ok. 1, 2, 3, 4. Il y a quelqu'un qui n'est pas là. Donc je vais vous dire ce que l'autre là-bas, vous avez le même contenu, seulement il y a des bugs. C'est pour ça que je préfère que vous veniez ici. Souvent on me reporte que les parties du cours, on accède d'autres plateformes, mais il y a les images qu'on ne voit pas. Si, j'avais signalé ça à M. Banga. Donc c'est ça qui me dit que bon. Et j'ai jamais réussi à. En fait, moi je fais une restauration de celui-là à là-bas. Et il y a, je ne sais pas pourquoi, mais les images ne viennent pas avec. Donc je dis bon, ok. Et là, les images s'affichent. Ici, vous allez voir, si vous avez des trucs, des difficultés là-bas que vous voyez, vous essayez ici, vous allez voir que ça va marcher. Ok, donc aujourd'hui on va présenter le projet pédagogique. Vous l'avez tous bon maintenant. Voilà. Vous avez un lien juste en dessous du programme, ça s'appelle projet pédagogique. Je remonte un peu. Projet pédagogique. C'est bon? Vous voyez le projet pédagogique? Voilà, ok. Bon, ici c'est une description succincte de ce qu'on veut faire durant ce cours. Alors, de votre côté, en FWAD, le même cours, vous avez 8 semaines. Je pense que c'est ça, c'est ce qu'on m'a dit. 8 semaines pour tout valider le cours. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut programmer ça. Alors déjà, on va voir c'est quoi. Donc on va faire de la programmation en C# essentiellement. Donc c'est un cours de programmation malgré tout. Alors dans cette partie-là, on va voir un peu les références, l'objectif, les prérequis, le contenu, les ressources et les évaluations. En présentiel, on est 2 professeurs à animer ça. Il y a moi-même, Stéphane Guessemblay, et il y a M. Innocent, qui est mon collègue qui suit aussi le travail. Bon, en FWAD, c'est moi seul qui serai là avec vous durant toute la formation. La question déjà qu'on se posait simplement de savoir pourquoi on a choisi de travailler en C#. Pour ceux qui sont plus dans la programmation, aujourd'hui, quand on regarde dans les langages de programmation qui sont les plus utilisés, il y a les 5 grands. Les 5 plus grands langages qui sont utilisés, c'est Java, C, C++, Python et C# dans le monde entier. Java est devenu incontournable à cause d'Android.
le langage principal de programmation de ces téléphones Android là, c'est Java. Donc c'est fait que pratiquement il a pris tout le marché. Python est en train de supplanter. Il a gagné des places. C'est ça qui était le classement en 2015, mais il a gagné des places encore. Il est en train de se rapprocher de plus en plus de Java. Python gagne de la place à cause de tout ce qui est business intelligence, intelligence artificielle. C'est le langage qui est utilisé dans ce type de programmation. Après, on a C, le vieux père, l'ancêtre de tous les langages. C++, qui est sa version évoluée, et C#, qui est sa version que Microsoft a développée. Alors pourquoi on a fait ce petit récap là aussi? Parce que en fait, avant, les étudiants qui venaient de BTS, ils ont fait d'autres langages, Visual Basic pour la plupart. On se disant, mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas continuer avec Visual Basic? C'est-à-dire, mais si on veut vous apporter plus à ce qui est utilisé dans l'entreprise, autant travailler sur un langage qui est vraiment utilisé dans l'entreprise que de vouloir continuer sur un langage qui est utilisé uniquement à des fins pédagogiques. Donc on a dit, bon, nous on va changer, on va faire maintenant en C#. Donc c'est la petite histoire de pourquoi maintenant on travaille nous en C#. Alors, l'objectif de cette UE-là, c'est de pouvoir maîtriser d'abord l'environnement de développement. On va travailler un environnement de développement, ça s'appelle Microsoft Visual Studio. Et d'utiliser les langages, les éléments de langage C# pour développer des applications. On va commencer par développer les applications qu'on appelle les applications console, les applications DOS. Ça a l'air simple, ce n'est pas beaucoup utilisé actuellement dans le monde de l'environnement, mais ça permet de mieux maîtriser le langage même de programmation par des exemples simples. Après, on va travailler maintenant sur les applications Windows. Et enfin, on va intégrer une base de données MySQL Server dans une application. Alors, en termes de programmation, normalement, la dernière partie est celle qui n'est pas évaluée à l'examen. Les trois premiers objectifs sont évalués à l'examen, le dernier n'est pas. Donc, alors, prérequis, forcément, pour la programmation, il faut maîtriser ce qu'on appelle l'algorithmique. Il faut avoir une expérience de programmation en environnement Windows, surtout pour les aspects qu'on va commencer à faire de la programmation Windows dans l'environnement graphique. Il faut avoir une maîtrise de la conception de bases de données, puisqu'on va se connecter nos applications aux bases de données, donc il faut savoir c'est quoi une base de données. Comme je l'ai dit, il y a des cours que je suppose que c'est un acquis, vous comprenez la notion de base de données. Et aussi concernant le langage SQL. Le langage SQL, mais c'est des instructions basiques. Select, insert, update, delete. Des instructions basiques qui vous permettent d'accéder aux bases de données. Donc, voici globalement toute la progression. J'ai bien aimé la question de votre collègue tout à l'heure, parce qu'on réfléchissait, est-ce qu'on met ici chapitre 0 prérequis, chapitre 0 requis, et puis il a dit, est-ce que les prérequis font partie du cours? En fait, il nous a dit que pédagogiquement, on ne peut pas mettre les prérequis comme dans le cours, c'est pas normal. Donc c'est pour ça que cette partie-là ne fait pas partie. Mais c'est comme si on avait un chapitre 0 quand même qui... Cette partie-là, on va faire les prérequis, les connaissances, etc. avant de passer sur la partie présentation de Visual Studio et la partie .NET Framework. Le cours est divisé en 4 parties. Chacune des parties donne lieu à une évaluation. Dans le cas d'espèce, nous, on fera les évaluations obligatoires qui sont les 3 premières parties. 1, 2, 3. Ça aussi, c'est plus par rapport à mon expérience de ce qui est en jour. Normalement, à Pigé, on n'a besoin que de 2 notes. Moi, je fais 3 évaluations pour que vous preniez les 2 meilleures notes. Si comme ça, si jamais aussi vous ne pas faire une évaluation, vous en avez 2 que vous devrez faire. On ne pourra pas faire cette année de travail à rendre, travail de recherche à rendre pour le moment. Vu le temps qui est imparti, ça reste très court pour en faire en fait. Ici, dans la première partie, on va présenter l'environnement de développement. Qu'est-ce que Visual Studio? Qu'est-ce que .NET? On va parler beaucoup de .NET Framework, etc. Donc on va expliquer c'est quoi. La deuxième partie va nous permettre de nous approfondir sur le langage C#. Et pour pouvoir mieux l'expérimenter, on va voir d'abord les bases du langage. On va voir une notion qu'on appelle la gestion des erreurs en programmation. Et on va faire les pratiques en environnement console.
sera dessus. C'est avec le chien là. Ah oui. Ok, merci beaucoup. Par exemple. Partie 3, développement d'applications Windows. Cette fois-ci, on laisse l'environnement console, on apprend à programmer en environnement Windows. C'est une partie qui est un peu lourde de conséquences parce que vous devrez avoir un environnement de programmation aussi pour pouvoir essayer. D'accord. Quand je dis en lourd en conséquence, ça veut dire que vous devez pouvoir avoir installé sur vos machines Visual Studio. D'accord. On travaille pratiquement de la version 2010 jusqu'à la version 2019. C'est la même chose. Que importe la version que vous allez installer depuis 2010 jusqu'à 2019, les informations que je vais vous donner fonctionneront. Vous choisirez peut-être plutôt la version en fonction de la capacité de votre ordinateur. Il y a des machines, si vous lancez 2019, vous allez attendre 2 heures avant que le truc commence à lancer. Donc, ce n'est pas la peine de vous torturer. 2010 peut faire la même chose. Ici, dans le développement de l'application Windows, on va voir l'interface, comment créer des interfaces graphiques enrichies. On va faire ce qu'on appelle la validation de la saisie, vérifier que les informations de la saisie sont bonnes et on va faire ensuite un bondé. Après, ici, après, à chaque fois, il y a tout des TD. C'est beaucoup de pratiques qu'on fait avec les. Quand on est en présentiel, c'est beaucoup de pratiques qu'on fait. Enfin, la dernière partie, accès aux bases de données, chapitre 9. Donc, on va accéder aux bases de données. On va utiliser. On a maîtrisé le langage, on a créé l'interface. Maintenant, on va connecter cette interface à une application, à une base de données. Et on va pouvoir voir les informations qui sont dans la base de données s'afficher à l'écran. Comment est-ce qu'on fait les ajouts, modifications, suppressions directement depuis notre interface. On a des TD pour ça, donc on va aussi s'assurer que vous maîtrisez ça. Donc essentiellement dans le regroupement qu'on fera, ce seront plus des TD. Le regroupement qu'on fera, ce seront plus des TD. J'espère donc que quand vous travaillez, vous avez le temps de bosser tous ces chapitres-là, faire les différentes quiz. Alors ce qu'on a mis aussi dans le cours justement, c'est des quiz, des petits tests pour voir un peu si vous maîtrisez. Et justement, comme ils sont obligatoires pour pouvoir passer à la partie suivante, donc ça vous force à les faire. Il y a une note minimum. Tant que vous n'avez pas la note minimum, vous ne pouvez pas accéder. Alors, les ressources documentaires, hein, vous avez, bon, j'ai mis le site La Fouad, mais c'est la même chose, c'est les mêmes informations que vous avez chez moi aussi. Scholavox. Vous avez un livre en particulier que j'utilise dans Scholavox qui s'appelle Apprenez à développer en C#. Et je crois qu'il y a un lien dans la plateforme, il y a un lien vers ce livre. Vous pouvez aussi télécharger Visual Studio Express ou Visual Studio Community Edition. Alors, on le voit dans le cours, hein, Visual Studio Express est encore moins lourd que Visual Studio 2010. Il est plus léger, plus facile à télécharger, donc est moins lourd sur votre machine. Il est gratuit. Microsoft a sorti aussi une édition qui s'appelle Visual Studio Community, qui est aussi entièrement gratuite, qui contient beaucoup plus de fonctionnalités, mais qui est beaucoup plus lourde aussi à télécharger. Mais c'est entièrement gratuit, ça vous permet de développer des applications pour vous-même. Tant que c'est l'application, ils disent que tant que l'application que vous développez est faite gratuitement, vous pouvez utiliser Visual Studio Community. Pour ceux qui ont les machines puissantes, c'est intéressant d'avoir Visual Studio Community parce que c'est vraiment Visual Studio même. Et vous l'avez gratuitement. Alors, la bibliographie, on a des livres. On a 2 livres essentiellement. Développer les applications Windows avec Visual Studio 2015 hein, et les fondements du langage C# avec Visual Studio. Je pense qu'on devait mettre les deux dans le sens inverse. C'est le fondement du langage qu'on utilise et puis ensuite de développer les applications Windows. Alors, une bonne partie des extraits de ce livre-là sont directement accessibles par la plateforme. C'est là où je me plaignais que quand vous cliquez, vous ne voyez pas les images. Pourtant, ici, là, vous verrez qu'on voit les images. Tout à l'heure, quand je vais vous montrer, vous voyez bien les images qui sont demandées. Alors, on va voir les évaluations formatives. Donc, chacun des chapitres a une évaluation formative. Après chaque chapitre, vous avez un quiz. Pour valider le quiz, il vous faut 80%. La plupart du temps, c'est 10 questions. Donc, c'est sur 10. Il faut au moins 8 sur 10 pour considérer que le quiz est validé. Pour passer
d'une partie à une autre, il faut valider tous les quiz de la partie. C'est-à-dire, pour le moment, vous ne voyez pas le cours. D'accord? On va faire les quiz de prérequis. Les deux quiz. Si vous avez les notes qu'il faut, il va automatiquement ouvrir la partie 1. Dans la partie 1, il y a 2 chapitres. Chacun de ces chapitres a son quiz. Il faut réussir les 2 quiz et à partir de moment, il va ouvrir la partie 2. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière partie, la partie 4. Bon, après, il donne des badges. Chaque fois que vous validez un niveau, il vous donne un badge. Pour les évaluations formatives, donc ces quiz en sont de nombre de tentatives illimitées. Ensuite, maintenant, on va voir pour les devoirs. Donc, oui, ça ne correspond pas à la réalité. Désolé. On a fait, finalement, cette année, on a fait ça avec la classe, ça. Partie 1, partie 2, partie 3, sous forme de quiz. Les devoirs, ce sont les devoirs de QCM de 20 questions pendant 1 heure. C'est pas pratique. Si. C'est là où il faut faire attention quand même. Un quiz dans mon environnement oblige à programmer. Comment ça marche? Je peux vous dire, ok, regardez cet algorithme-là, implémentez-le et dites-moi quel est le résultat qui se va afficher à l'écran. C'est un algorithme qui ne vous dit rien. Il y a peut-être une boucle avec 100 itérations, tu ne peux pas calculer la main. Donc la seule manière d'y arriver, il faut écrire le programme. Monsieur, les 20 questions, est-ce que pour 1 heure, c'est pas un peu petit? C'est jamais assez petit. Le problème ne vient jamais. D'abord, faire la pratique avant de répondre à la question. Oui, tu as raison. C'est que les questions, comment je calcule ça? Il y a une façon de calculer. Les questions QCM où il n'y a pas de programmation, ils sont calculés sur un nombre de temps. Les questions où il y a de la programmation, ça donne plus de temps. Donc c'est vrai que les devoirs là où il y a des TP de programmation comme ça, le temps du devoir n'est pas 1 heure, c'est un peu plus. C'est fonction, chaque catégorie de questions a son temps. Mais le premier devoir, effectivement, lui, c'est lui qui fait 1 heure. Parce que lui, c'est que des QCM. Le deuxième devoir, c'est QCM programmation. Le troisième devoir, c'est QCM programmation. Et l'examen terminal, c'est QCM programmation. Donc, de tous les côtés, il faut s'habituer à programmer. On a éventuellement un devoir de rattrapage, mais bon, pour le moment, ce qu'on a décidé, le rattrapage est sur la partie la plus difficile du coup. Donc, si vous êtes allé là-bas, il faut savoir que c'est pour le combat. C'est plus la bague. Ça peut ne pas dépendre de la personne. Bon, mais dans ce cas, il doit devoir fight. Ok. Alors, donc aussi pareil, à la fin de l'examen final, QCM, 20 questions, 90 minutes sur les ordinateurs de PG, ici. L'avantage de ça, c'est que les devoirs, c'est la même façon que les devoirs font, la même façon dont les examens finaux font. La seule différence à l'examen final, c'est que le login que vous utilisez, c'est PG qui vous le crée ça et qui vous le donne. Parce que les examens sont anonymes. Mais le devoir, c'est votre login que vous avez créé là que vous utilisez. Bon, on a déjà créé le compte. Ok, donc, pour pouvoir rentrer pleinement dans le cours, donc on va faire les prérequis programmation base de données là. On va voir ce que ça donne. D'accord. Et une fois que vous rentrez, on va ensuite corriger ensemble. Ok. Donc, je vous donne le programme, je crois qu'il vous donne 10 minutes, non? Par prérequis. Si vous cliquez dessus, je vais être sur votre gauche là, dans prérequis, dans la section prérequis.
Test prérequis programmation. Commençons par programmation déjà. Test prérequis programmation. Bon, il y a le support normalement, oui, pour vous, surtout, vous avez déjà. Vous êtes encore frais, ça va. Sinon, si jamais il y a des doutes, il y a des supports de cours sur les prérequis que j'ai mis ensemble. Donc, c'est exactement comme ça que les devoirs vont se poser, les prérequis se posent. Donc, démarrer, voilà, faites démarrer. Voilà. Et puis, donc chacun a ses questions. Donc, je suppose, dans les autres quiz, c'est pareil. Hein. Vous avez des questions, une seule réponse est possible, mais juste, vous avez des questions où il y a plusieurs réponses. Donc, ça permet de s'assurer que vous maîtrisez bien ces prérequis-là. C'est bon? Ok. Ngeta Assa Mangane. T'as pas pu valider encore. Hein? Tu peux repasser autant que tu veux. On va revoir ça ensemble. Bon, voici c'est bon. Kone Idrissa, il te faut encore, il faut refaire ce truc pour pouvoir valider. On va corriger ensemble. On va voir pourquoi vous avez choisi si vous allez expliquer aux autres. Ok. Ok, bon, ça c'est une question qui est un peu difficile, c'est vrai. Ben, on suppose que tous ces langages C# là, un peu ils sont tous de la même famille, on appelle la famille de langage C. Donc ils ont une manière d'écrire les négations. Quand on dit, vous savez, pour dire que je vaux 0, en C là, c'est 2 fois égal. Égal 0, c'est affecter la valeur 0 à la variable. Égal 0, c'est est-ce que je vaux 0. Donc le symbole ici, dans le contexte de l'implémentation de l'algorithme en C#, quelle est la négation de la condition égal 0? Donc c'est est-ce qu'il ne vaut pas 0. Donc c'est ça, hein? C'est, comment ça s'appelle? Point d'exclamation. Point d'exclamation égal, c'est la négation de égal. Il diffère de Visual Basic. Visual Basic c'était comme ça, supérieur, inférieur. Donc, dans tous les langages C#, dans tous les langages C, disons, de la famille C, la négation là se met par point d'exclamation comme ça. Point d'exclamation. Donc pour dire qu'on n'est pas égal, c'est point d'exclamation égal. Alors, un algorithme c'est une suite d'exécutions à exécuter de la première à la dernière, oui. D'accord. Une suite d'actions à exécuter. Donc c'est pas un programme écrit ni en PHP ni en Basic. Ah, d'accord. Ok. Quelle écriture permet d'ajouter 5 à la variable i? Donc on a plusieurs options. I égale i plus 5. C'est ça qui est bon. I reçoit 5. Ça c'est affecter 5 à la variable i. C'est pas rajouter. Et i reçoit i5, ça n'existe pas. Ça va faire une erreur. C'est une instruction qui va faire une erreur. Alors, des choses comme ça, on en aura des algorithmes comme ça. Je vous demande de regarder. C'est long, mais c'est intéressant. Une année bissectile, c'est une année qui est multiple de 4. Donc, pour être possible, une année bissectile, c'est une année qui est multiple de 4. Et si elle est multiple de 100, elle doit aussi être multiple de 400. Donc, exemple, 1996 est une année bissectile. Vous savez c'est quoi les années bissectiles là? C'est l'année là où février finit en 29 jours. D'accord? Ça arrive chaque 4 ans. On a 366 jours. Donc c'est 366 jours. Ou le 365 jours. Donc chaque 4 ans. Bonsoir. Non, vous venez pas pour la fouade, non? Vous êtes monsieur? Vous venez pas pour la fouade? Non. Ah, c'était non. juste pour travailler. Mais bon, pas grave. Bonsoir. Par contre, il faut savoir que c'est pas tous les 4 ans
systématiquement que l'année est bissectile. Par exemple, 1900 n'est pas bissectile. 1900, c'est bien un multiple de 4, mais seulement lui, il est multiple de 100. Et s'il doit être multiple de 100, il faut qu'il soit aussi multiple de 400. C'est là ça la règle. Moi, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Mais... Donc, 1900 n'est pas. 2000 est bissectile. Il est multiple de 100, mais il est aussi multiple de 400. Donc, il est bissectile. Donc, on vous demande... bon, la question même est très simple, peu importe l'algorithme. On vous demande dans le contexte d'une implémentation de cet algorithme de langage C#, quel opérateur peut être utilisé pour remplacer un multiple 2 qui permet de savoir si un nombre est multiple d'un autre. Alors, si vous vous souvenez de vos cours il y a longtemps, il y avait un opérateur qu'on appelle l'opérateur modulo qui permet de donner le reste de la division entière. Et être multiple 2, en d'autres termes, c'est le reste de la division entière vaut 0. Quand tu es multiple d'un nombre, donc si on te divise par ce nombre, normalement, il n'y a pas de reste. Donc on utilise l'opérateur modulo pour vérifier si deux nombres sont multiples. Donc c'est ce que la réponse est ça. Pour ça, là, c'est l'opérateur modulo en C#. Il permet de déterminer si un nombre est multiple de l'autre. Un algorithme se construit avant l'écriture du programme. Non, oui, comme toujours avant. On écrit l'algorithme toujours avant. Sachant qu'un traitement doit être répété 50 fois, quelle est la structure la plus appropriée en termes d'algorithme pour l'implémenter? Alors, les boucles en algorithme, il y en a plusieurs. Il y a des boucles où on ne connaît pas le nombre d'itérations à l'avance. Il y a des boucles où on connaît le nombre d'itérations à l'avance. Celles où on connaît le nombre d'itérations à l'avance, on utilise toujours pour y allant de temps à temps. C'est tant que faire, c'est en général, c'est des boucles où on ne connaît pas le nombre d'itérations à l'avant. Répéter jusqu'à, c'est pareil, c'est là où on ne connaît pas le nombre d'itérations à l'avance. Selon cas n'est pas une structure d'itération. Selon cas, c'est une structure de choix, c'est pas une structure d'itération. Donc la bonne réponse est pour faire. Donc, je vais modifier un peu ces questions-là. Quelle est la différence entre une variable et une constante? Ok, donc la variable contient une valeur qui ne peut pas être variée alors que la constante. Ok, la variable contient une valeur qui peut varier alors que la constante ne change pas. D'accord, ok. Donc la variable, le contenu de la variable, ça peut changer dans le programme. La constante, ça ne change pas. C'est la différence. Encore l'année bissectile, ok. Encore une question cette année bissectile. Qu'est-ce que l'on a dit cette fois-ci? Ok, ils ont utilisé dans l'algorithme de l'année bissectile une variable qui s'appelle bisectile, qui reçoit d'abord faux, ensuite vrai, et puis on écrit et on dit qu'il est bisectile ou n'est pas. Donc, en termes de résultats, quel type de données on doit choisir pour une variable qui contient vrai faux? Booléen, hein? Mais c'est ce qui m'a trompé là, il voyait ça comme moins faux, moins vrai. Ah, non. C'est reçoit. Non. Comment s'appelle une structure qui influence le déroulement normal d'un algorithme? Ça s'appelle les structures de contrôle. C'est le nom qu'on leur donne. Toutes les structures justement qui font... les structures de contrôle, c'est ceux qui font les selon cas, les pour, les if. Toutes ces structures qui changent l'exécution normale d'un programme, ce sont dans leur famille, on les appelle les structures de contrôle. Encore l'année bissectile, voilà. C'était chaud, hein. Une année est bissectile si elle est multiple de 4, d'accord, donc quelle est la question? En ligne 6, l'algorithme se pose la question du choix de l'opérateur. Ah, il n'est pas mis ici, ok. C'est écrit opérateur logique, d'accord. Maintenant, on vous demande de choisir quel est cet opérateur logique là.
On regarde bien l'algorithme. Est bisectile ou reçoit faux? Écrit c'est une date. Lis la date. Ok. Si A est multiple de 4, alors. Donc s'il n'est pas multiple de 4, d'abord on saute. Ok. Si A n'est pas multiple de 100, opérateur est multiple de 400, alors est bisectile ou reçoit vrai. Donc ici on est sur on veut savoir quel est l'opérateur qu'on doit mettre ici. Si c'est un et, c'est un ou, il y a quoi d'autre? Et ou exclusif. Et la conséquence de l'action, c'est que si c'est respecté, on est bisectile. Donc si A n'est pas multiple de 4 de 100, si il n'est pas multiple de 100, il est déjà multiple de 4. Donc s'il n'est pas multiple de 100, c'est qu'il est bisectile. Parce que la condition, en étant multiple de 4, la seule manière de ne pas être bisectile, c'est que tu es multiple de 100 et tu n'es pas multiple de 400. Tu es multiple de 4. Non, tu n'as pas multiple. Attends, on voit que je me trompe. Hein. Il faut être à la fois en fait. Pour que ce soit vrai. Multiple de 100, tu dois obligatoirement être multiple de 400. D'accord. Sinon 2000 serait un bisectile. Moi, je ne comprends pas la partie. Si on dit c'est bisectile, si il est multiple de 100 en même temps il est multiple de 400. Oui. S'il est multiple de 100, alors il doit être multiple de 400 aussi pour être bisectile. Bon, pour le moment, ici, donc, si A n'est pas multiple de... On dit s'il n'est pas multiple, donc c'est bon, il va être... Maintenant, c'est s'il est multiple, quel opérateur on doit mettre ici? S'il est multiple, donc lui là, il devient faux. S'il est multiple, lui devient faux. Non, c'est pas, justement, c'est un ou. S'il est multiple, lui, il devient faux. Si c'était un multiple là, ouais, mais ce n'est pas multiple. Le contraire de que c'est faux. Ce n'est pas multiple qui est là. Donc s'il n'est pas multiple de 100, déjà donc, si on est à 1900 ici, si 1900 est passé ici, ce truc là devient faux. Il n'est pas multiple de 100. Il est faux parce qu'il est multiple de 100. Donc ici, il devient faux. Donc si lui, il est faux, il faut que seulement l'autre soit vrai. Donc c'est un ou. Si tu veux prendre 2000. 2000. Si 2000 arrive ici, est-ce qu'il est multiple de 100? C'est vrai ou c'est faux? Il est multiple de 100. Donc ça, ce test-là devient faux. Le résultat de ça, A n'est pas multiple de 100, est faux. Il est multiple de 100, donc c'est faux. Il n'est pas multiple de 100, devient faux. Donc c'est un 0. Pourtant, il doit finir bisectile 2000. Bon, maintenant, il est multiple de 400. Est-il multiple de 400? C'est vrai. D'accord. Si tu avais mis un et là, un faux et un vrai, ça va finir faux. Si tu mets un ou, un faux et un vrai, ça va finir vrai. C'est un ou qui marche. Donc c'est une tortue humaine. Ok, et donc c'était bon. Donc il vous faut continuer avec maintenant le test prérequis base de données. Il y en a un qui s'écrit juste à côté, test prérequis base de données. Vous le voyez? Oui. On y va. On connaît Idrissa. Ah, c'était chaud alors, les bases de données. C'est pas simple. C'est des questions de base de données. Qu'est-ce que la normalisation? Ils appellent ça la norme, mettre sous forme la norme. Comment ils disent ça? 1FN, 2FN, 3FN, 4FN. L'histoire de Méris là. On normalise
quand on fait le MCD, avant de faire le MCD, on le met en première forme normale, en deuxième forme normale, troisième forme normale. Une technique comme ça. Bon, c'est une méthode pour regrouper les champs communs. Pour regrouper les champs communs dans une table. Ouais. Alors, l'instruction SQL suivante: select nom from étudiant where age strictement supérieur à 2 order by age, permet de lister les noms des étudiants de plus de 18 ans classés par âge. Oui. Que signifie entité? Échantillon, individu, occurrence manipulée par le modèle de données. D'accord. Parmi les SGBD, lequel est libre d'utilisation? Donc, MS Access c'est propriétaire, c'est pour Microsoft, et pareil, SQL Server c'est propriétaire. Donc, MySQL est le seul qui est libre d'accès. Un masque de saisie permet s'assurer que la saisie correspond à un format bien prédéterminé. On utilise un masque de saisie pour des données comme une plaque d'immatriculation, donc des chiffres, des lettres, des chiffres, des matricules, des choses comme ça qui ont des caractéristiques bien formatées, bien définies. Alors, parmi les différents langages suivants, un seul n'est pas du domaine SQL. Oui, donc dans le langage SQL, il y a 3 domaines de données. Il y a le langage de manipulation des données, oui, c'est les select, insert. Il y a le langage de contrôle de données et le langage de définition de données. Définition, c'est là-bas où il y a les create table, create database. Manipulation, c'est select, insert. Et puis contrôle, c'est tout ce qui va être les déclencheurs, les foreign keys. Donc, c'est le langage de visualisation des données qui n'existe pas. Parmi les différents modèles suivants, un seul n'est pas du domaine de gestion de données. Oui, bon, c'était un peu évident. Le MCT, c'est le modèle concerne le traitement. Les autres sont MLD, MPD, MCD, c'est un modèle de données. L'attribut qui permet d'identifier de manière unique chaque élément de nos relations se nomme la clé primaire. Dans une base de données, un enregistrement correspond donc à l'ensemble des caractéristiques d'un élément de la même table. Un enregistrement, donc c'est un élément de la table. D'accord. Vous appelez peut-être une occurrence ou quelque chose. Un élément de la table. Parmi les différentes appellations suivantes, laquelle n'est pas liée au MCD? Non. Le modèle MCD, le MCD s'appelle entité association. C'est le modèle entité association. Donc, entité et association sont dedans. C'est objet qui n'est pas dedans. Son nom, c'est les entités avec les relations. Bon, on appelle les associations. Donc, son nom, c'est vraiment c'est objet seul qui n'est pas dedans. Ok. Donc, vous avez pu voir à peu près comment ça marche. Alors, on va revenir maintenant au cours. Voir ce qu'on a de disponible. Est-ce que vous n'avez pu valider déjà? Il y a des gens qui voient déjà l'autre partie? Pas encore. Oui, moi. Vous pouvez profiter pendant le temps, vous parler des différentes ressources que vous avez. Bon. Sur la partie prérequis, vous avez des liens. Ici, le fascicule d'installation de Visual Studio 2015. Pour ceux qui n'ont pas installé, il y a un petit guide pour comment installer. Bon, normalement, c'est un cliquez sur suivant. Vous pouvez télécharger Visual Studio Express ici, comme la version Community Edition aussi. Les deux c'est les liens de téléchargement. Ça va vous renvoyer vers la plateforme de Microsoft. Comme je dis, en tout cas, il vous faudra, à un moment donné dans le cours, il faudra au moins installer l'un des deux. Pas forcément en version 2015, en une version jusqu'à 2010, ça passe. Mais il faudra avoir l'un des deux pour pouvoir travailler. Pour ceux qui veulent
se repérer, j'ai téléchargé un livre qui s'appelle le guide pratique Méris. Donc, vous pouvez se remémorer un peu de Méris. On n'en a pas besoin au début du cours, mais je vous ai la partie 4 du cours. Il faut quand même avoir une idée de Méris. Pareil, pour ceux qui veulent, bon, j'ai mis mon ancien support de cours de Visual Basic. Pour ceux qui sont plus à l'aise dans le langage Visual Basic. Sinon, c'est pas indispensable. Et puis aussi le support de cours en langage SQL. Les select, insert, upset, delete, vous avez ça là. Donc il faut normalement valider ces deux là pour pouvoir avoir accès à ça. Donc j'attends que vous validiez tous, qu'on puisse continuer, pour au moins que vous ayez la partie 1. Sinon, vous ne pourrez pas voir le reste du cours. Je peux poser une question. Oui, je t'écoute. Tout à l'heure, quand vous avez fait vous avez montré le classement des langages, vous avez dit Java, que c'était Android qui faisait sa force. Le langage C#, qu'est-ce que c'est sa force? C, c'est le langage C. Tu veux de C# ou bien C#, c'est celui qu'on utilise. C#, bon, c'est parce qu'il est soutenu par Microsoft. Donc tous les environnements de programmation aujourd'hui qui utilisent Visual Studio, Microsoft, quand vous travaillez avec Visual Studio, dit non, le premier langage sur lequel vous devez travailler, c'est C#. Et beaucoup de développeurs travaillent en chèque. Il faut voir que en fait, ça a un intérêt pour les développeurs de travailler dans une seule famille de langages. Quand vous travaillez en PHP, les instructions sont à peu près ressemblent à C. Quand vous travaillez en Java, tout ça ressemble à C. Donc, c'est pas le même langage, mais au moins les instructions se ressemblent. Donc, ça fait que le développeur n'a pas trop à apprendre pour passer d'un langage à l'autre. Ça devient bizarre quand il est obligé de complètement changer toutes ses instructions. Donc, beaucoup de gens qui travaillent dans le développement peuvent rester dans la même famille de langage C là. Et Microsoft, eux, ils recommandent, enfin, ils font la promotion de leur langage. Donc, ça fait que. Deuxième question, vous avez dit, compte tenu de la durée du module, on ne pourra pas faire le travail de recherche de données. Oui, on n'aura pas le temps de rendre avant la fin de l'examen final. Mais quand même, on peut l'avoir pour. Oui, il est sur la plateforme. Alors, je vois que, si je me trompe, non, Ngeta c'est bon, tu as pu valider. Yapo c'est bon, tu as pu valider. Kone Idrissa n'a pas encore pu valider. Et puis Asa. C'est bon maintenant. C'est bon? Les deux tests là, mais tu l'as déjà. Non, tu l'as déjà fait, hein? En fait, je veux qu'on parte au moins tous d'ici en ayant accès à la partie 1. Puisque la partie 1, alors, je vais vous parler maintenant aussi de la progression qu'on va essayer d'adopter. On a 8 semaines. 8 semaines pour tout le cours. Donc, on est déjà en semaine 1. Attends, c'est mon écran. On est en semaine 1. Bon, c'est ce qu'on fait, présentation de prérequis, c'est ça seulement qu'on fait. D'accord. Ensuite, en semaine 2, vous devez pouvoir finir justement le chapitre 1 et le chapitre 2. Ça consiste à quoi? Lire les fascicules, visualiser les PowerPoint, faire les exercices demandés et puis faire l'évaluation formative. Chapitre 2, pareil. Lire le fascicule, visualiser le PowerPoint, faire les exercices demandés et puis faire l'évaluation formative. Donc moi ce que je propose c'est qu'en semaine 3, on programme un chat. On fera un chat et dans la même semaine 3, on aura une évaluation formative, le premier devoir. Bon, c'est marqué 1, 2, 3 par rapport au début. Hein. Le début, ici, cette semaine-là, c'est la semaine 1. Donc la semaine prochaine, c'est la semaine 2. Et la suite prochaine, c'est la semaine 3. Et donc, on pourra faire notre premier devoir. Le devoir n'a pas forcément besoin que vous veniez. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Il y a d'autres enseignants qui vous êtes en cours actuellement. Vous n'êtes pas que moi seul normalement. Vous avez 4 cours actuellement.
normalement, moi, j'ai pas besoin que on se regroupe pour faire le devoir. Puisque c'est comme ça, sous forme de QCM en ligne. Là. Ah, ok, on peut faire vos devoirs en ligne. Parce que j'imagine que dans le semestre 3, si vous font revenir, je ne sais pas à quelle fréquence ils vous font revenir sur Abidjan. Chaque semaine, vous venez. Ah, généralement, le samedi, on fait les devoirs et puis les dimanches sur le regroupement. D'accord. Bon, donc si vous êtes là, bon, autant le faire ici tranquillement. Sinon, en 3e semaine, je vais leur demander de programmer donc le devoir. Mais ça se fait en ligne. De la même manière que vous faites les quiz là, de la même manière que on fait le devoir. Et généralement, pendant les devoirs, ils coupent la connexion. Non, chez moi, au contraire, il doit garder la connexion. Puisque la plateforme est en ligne. Il y a un mode de sécurité. C'est pas Internet le problème. Donc on est d'accord comme ça. Dans semaine 3, en début, on va fixer un... Bon, et les chats, vous faites des chats, non, avec les autres? Quand est-ce que vous faites ça? Généralement, c'est les mardis, jeudi. Mardi, jeudi. Une heure. En soirée. Okay. On va programmer dans la même semaine de devoir, on va se revoir en chat et puis vous allez faire le devoir. Et puis après, maintenant, on fera un autre regroupement après, pour la partie 2. Donc, une fois que c'est fait, hein, vous continuez d'évoluer comme ça jusqu'au bout. C'est bon, ok. Donc, tout le monde a accès à la partie 1 maintenant. Donc, la partie 1, ce qui va vous rester donc à faire, bon, je vais rapidement vous le dire, ce qu'on le disait aux autres. Vous avez les mêmes éléments. À chaque fois, dans un chapitre, vous avez défini ici les objectifs. Vous avez le fascicule qui est allié et vous avez le PowerPoint que moi je vous aurais présenté si j'étais là. Le fascicule s'appuie sur le document dont je parlais, le document de la bibliographie là. Et tu pourras constater qu'ici il y a les images. Donc, normalement le PowerPoint est un résumé de ce fascicule. D'accord? Par contre, dans le PowerPoint, ce que je fais, je dis aux gens le jour, c'est qu'il y a des éléments qui sont dans le PowerPoint où je dis de les regarder dans le fascicule. D'accord? Donc, si vous regardez que le PowerPoint, il va vous dire à un moment donné de venir regarder les éléments qui sont mis ici.